Bonjour, bienvenue sur Imosphère de Décideur TV. Aujourd'hui, nous allons parler de démembrement de propriété avec Bérénice Tournafond de la société icon.fr. Nous allons évoquer les avantages et les inconvénients de l'achat ou de la vente d'un bien en nue propriété, en usufruit, de voir l'impact fiscal sur le patrimoine et dans le contexte des prix extrêmement élevés, de voir si c'est pas une alternative pour acheter, investir et vendre. Bérénice Tournafond, bonjour. Bonjour Nicolas. Donc vous êtes présidente de la société icon.fr. Pourriez-vous me raconter en quelques mots comment cette société a vu le jour? Alors, j'ai créé cette société en 2002, après avoir travaillé en cabinet d'avocat sur des dossiers d'optimisation et de contentieux fiscal et m'être aperçu que le démembrement de propriété pouvait être une solution innovante qui permettait d'investir, de conserver, de se constituer un patrimoine immobilier dans des conditions intéressantes. D'accord. Et donc, in fine, est-ce que vous pourriez me dire brièvement ce que c'est qu'un bien démembré? Alors, un bien démembré, c'est un bien dont on a divisé la propriété en tout cas pour le démembrement qui nous intéresse, dont on a divisé la propriété en deux droits. Le droit qu'on peut... le droit au capital, oui, qui est le droit de la nue propriété, et le droit à l'usage et aux fruits du bien immobilier, c'est-à-dire le droit d'usufruit. Quand on démembre, on divise la propriété en deux. Par conséquent, on trouve des acquéreurs pour la nue propriété ou des acquéreurs pour l'usufruit. Alors moi, si je suis donc un acquéreur potentiel ou un investisseur, quel est l'avantage d'acheter en nue propriété un bien immobilier? Alors, quand vous achetez un bien immobilier en nue propriété, vous achetez à moindre coût puisque vous n'achetez qu'une partie de la propriété qui est, comme nous le disions tout à l'heure, le droit au capital. Qu'une partie, en tout cas pour une durée limitée, puisque à terme, l'usufruit rejoint la nue propriété automatiquement. Au décès du locataire, ou par contrat, par une convention? Alors, pas au décès du locataire. Quand il y a un démembrement de propriété, vous avez d'un côté la nue propriété, de l'autre côté l'usufruit. L'usufruit peut être à durée limitée. Temporaire? C'est toujours temporaire en fait. Très bien. L'usufruit. Mais soit on détermine d'avance la durée de l'usufruit, c'est-à-dire 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 20 ans ou plus, enfin, soit l'usufruit est viagé, c'est-à-dire qu'il va être de la durée de vie de l'usufruitier. Donc il y a deux solutions. La plupart des acquisitions de biens en nue propriété, elles se font sur des biens dont l'usufruit a été vendu, mais pour une durée limitée. Limitée à 5 ans, 10 ans, et limitée et déterminée à l'avance. D'accord. Et sur le montant des frais de notaire, lorsque j'achète un bien en nue propriété, vais-je payer sur la valeur globale de ce bien, de cet actif, ou alors je vais avoir payer sur une fraction inférieure? Vous payerez sur une fraction inférieure, c'est-à-dire en fait sur la fraction sur le prix de la nue propriété. Pour le vendeur, quels sont les avantages de vendre, donc de céder la nue propriété? C'est un gain fiscal, c'est de pouvoir rester dans le logement, Alors, bon, en règle générale, et pour le marché tel qu'il existe à l'heure actuelle, le marché du démembrement, les vendeurs de nue propriété, il n'y a pratiquement que les promoteurs immobiliers sur des biens immobiliers qui sont neufs. D'accord ? Donc il y a très peu de particuliers qui vont vendre la nue propriété. Ça arrive quelquefois, mais de façon marginale et dans des conditions qui ne sont pas aussi intéressantes que les nues propriétés qu'on peut acheter à des promoteurs privés. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut parler de placement défiscalisant lorsqu'on achète de la nue propriété? C'est un placement très particulier parce qu'en fait, il n'y a pas de fiscalité. Donc, défiscalisant, ça voudrait dire qu'on a défiscalisé, mais... Par exemple, si on prend le cas où je finance la nue propriété par un crédit, donc, mettons à 100%, je vais pouvoir déduire les intérêts sur d'autres revenus fonciers, par exemple. Alors,
Ou alors c'est pas forcément applicable? C'est pas forcément applicable, en tout cas pas dans tous les cas. D'accord. Hein. D'accord. Donc il faut pas dans tous les cas, et la jurisprudence... l'administration fiscale peut remettre en cause voilà, tout à fait. un abus de droit. Bon, il y a une instruction oui. Qui date de décembre 2007, mais qui n'a pas tout clarifié et qui laisse un certain nombre de zones d'ombre sur la possibilité de déduire ses intérêts d'emprunt ou non. D'accord. Donc là-dessus, il faut effectivement être extrêmement prudent. Oui, tout à fait. Et donc de s'entourer des conseils d'un avocat, d'un juriste, avant de se lancer dans une telle opération. Est-ce qu'on peut donc vendre un bien donc, en conservant l'usufruit? Donc là, c'est intéressant pour notamment les personnes âgées qui souhaitent avoir un capital tout en restant dans le logement, en fait. Tout à fait. Le cas peut se présenter pour des particuliers qui souhaitent acheter une résidence secondaire, par exemple. Ou qui souhaitent avoir un capital pour éventuellement financer les dépenses personnelles. L'usufruit social, c'est dans le contexte actuel, je crois que c'est assez médiatisé, oui. Vu le contexte du marché à la fois élevé et puis des ménages qui ont une baisse du pouvoir d'achat. C'est quoi l'usufruit social? L'usufruit social. En fait, le marché du démembrement s'est essentiellement développé à l'origine par la vente de l'usufruit de biens immobiliers par des particuliers à des sociétés. Des sociétés qui achètent de l'usufruit pour réaliser un placement immobilier à forte rentabilité. Ça s'explique du fait de la fiscalité des sociétés et en fait du prix d'achat de l'usufruit par ces mêmes sociétés. En général, approximativement, l'usufruit se négocie 50 à 60% des loyers nets sur la durée de l'usufruit cédé. Donc une société qui va acheter un usufruit pour 10 ans va payer 50% des loyers nets sur 10 ans, réindexés. C'est une valeur approximative puisqu'ensuite on prend en compte les travaux, etc. L'idée que j'ai eue en fait en voyant le marché du démembrement, c'est de dire c'est un placement intéressant pour les sociétés, mais puisque l'usufruit se vend 50 à 60% autant faire profiter les locataires qui pourraient acheter de cette façon un usufruit plutôt que de payer un voilà, le problème, c'est qu'on se heurte à des difficultés juridiques, ou plutôt, je dirais, à des incertitudes juridiques sur le régime de l'usufruitier particulier. Voilà. Donc, juridique et fiscal, on a par conséquent proposé au ministre du Logement, mais également à la chancellerie, puisqu'il y a une réforme du droit des biens qui est en cours, de clarifier un peu ce système et le simplifier de façon à aider les particuliers à acheter de l'usufruit, ou en tout cas à leur faciliter cette option. Maintenant, c'est vrai que on se heurte à un problème pas seulement juridique ou politique, mais aussi financier, puisqu'il faut financer l'acquisition d'usufruit et par conséquent, il faut que les banques prêtent. Oui, ce qui actuellement peut être remis en cause, vu le contexte actuel où les taux ont bien augmenté et avec la rareté du crédit, ça peut être remis en cause, en fait, ce processus-là. Remis en cause, tout à fait, mais d'un autre côté, on se dit, un locataire qui paye un loyer, et je crois qu'il y a 15 millions de locataires en France, il y a quelque chose comme une centaine de milliers de contentieux pour non-paiement par an, donc c'est marginal par rapport. Donc des locataires qui payent aujourd'hui un loyer rubis sur l'ongle pourraient facilement rembourser un crédit et qui leur coûterait 30 ou 50% de moins que leur loyer actuel. D'accord. Donc pour vous, le démembrement a un bel avenir? Moi, je pense que ça peut être une solution alternative pour arriver à régler d'abord les problèmes de contentieux entre les propriétaires et les locataires, puisque la loi de 89 a été modifiée plusieurs fois. On s'aperçoit quand on entend les représentants de propriétaires ou les représentants de locataires qui n'arrivent pas à s'entendre et que de toute façon les conditions dans lesquelles sont régis leurs rapports sont pas
optimale. Hein. Voilà, donc je pense que la relation entre l'usufruitier et le nu propriétaire est peut-être une meilleure solution que le contrat de location classique tel qu'on connaît en France. D'accord. Et que financièrement en plus, ça aura des avantages plus intéressants pour le locataire. Et pour l'investisseur. Pour l'investisseur et pour le propriétaire. Très bien. Bérénice Tournafont, merci d'être venue sur Imosphère. Quant à moi, je vous retrouve pour une prochaine émission sur une autre thématique, bien entendu liée à l'immobilier.